Je vous propose de nous accompagner, Monsieur Duvan, pour la remise de notre prix du leader confirmé. L'année passée, le Cercle du Leadership a récompensé une femme de cœur et d'esprit. Je vous demande d'applaudir Véronique Morali, présidente de Fibalat Développement et de Webedia. Bienvenue Véronique. Bonsoir. Alors Véronique, Webedia a fait de son cœur de métier le numérique et connaît un développement fulgurant depuis sa création en 2007. Alors quand on parle de transformation digitale et de ses enjeux, qu'est-ce que cela signifie pour vous, femme leader, femme d'affaires, et pour Webedia? D'abord, je pense que c'est un état d'esprit, cette transformation digitale. On en a parlé tous, puisque ça revêt pour chacun d'entre nous, pour chacune entreprise qui est concernée, des bouleversements humains en premier lieu, on l'a dit, des bouleversements technologiques. Donc c'est un état d'esprit qui est évidemment l'agilité, la capacité de curiosité et de se projeter dans un monde, dans des mondes qu'on ne connaît pas, avec des technologies qu'on ignore encore, et cette capacité d'accompagner les gens pour faire évoluer leurs compétences qui, demain, même dès aujourd'hui, ne sont déjà plus valables. On a cette quête de se projeter, d'anticiper. Si on m'avait dit, quand j'ai quitté le ministère des Finances il y a bien longtemps déjà, que je m'occuperais de youtubeurs ou de e-sport, d'abord, je ne savais même pas ce que c'était, à vrai dire, mais je ne l'aurais jamais cru, parce qu'on n'a aucune possibilité d'imaginer ce que sera ce monde de demain avec la transformation digitale. Ensuite, c'est sûrement la capacité d'excellence opérationnelle. Le digital, pour moi, et on le voit chez Webedia, c'est 2%, 1% de stratégie, mais tout le reste d'exécution. Si on n'est pas totalement rodé, carré sur l'exécution, sur l'excellence d'intégration, et Webedia, c'est un modèle qui est une ruche d'entrepreneurs, où on a autant de croissance organique que de croissance par acquisition, où on doit en permanence roder avec nos techs, nos codeurs, tous nos sites, puisqu'on est médias digitaux, on est éditeur, mais en même temps, comment on accompagne les entreprises et comment on s'accompagne nous-mêmes. Alors, si on n'a pas cette faculté-là d'exécution et de très bonne exécution, d'excellence d'intégration, de respect autour d'un projet commun de cet état d'esprit entrepreneurial, alors je crois qu'il vaut mieux ne pas aller dans tous ces métiers du digital. Merci Véronique. Le moment est maintenant venu de décerner le 4e prix du leadership dans la catégorie leadership confirmé. Et je vous propose de découvrir maintenant les nominés et notre lauréat ou lauréate pour cette année 2016. Emmanuel Faber, directeur général du groupe Danone, un engagement militant qui incarne à lui seul le projet économique et social signature singulière de Danone. Isabelle Kocher, directeur général d'Engie, une femme au pays du CAC 40 qui exerce un leadership de rigueur et de ténacité en adéquation avec sa vision stratégique. Serge Papin, président du Système U, un parcours d'autodidacte hors du commun et un leadership reconnu au service du modèle de gouvernance coopératif. Benoît Potier, PDG d'Air Liquide, un parcours d'excellence à la française au style de leadership innovant et stratégique au service de l'humain. Jean-Dominique Sénard, président de Michelin, qui illustre par un leadership transformationnel et humain et par un management coopératif d'une grande modernité, dans une tradition d'élégance et de discrétion. Et le prix du leadership 2016 est décerné à Jean-Dominique Sénard.
mécénat. C'est lui qui parle, non? Non, on est un peu émus tous les deux parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, mais on se connaît depuis très longtemps. Et voilà, je crois que c'est un petit moment d'émotion partagée. Absolument. Merci mille fois, Véronique. Je voudrais vous saluer quand même. Bonsoir. Bien, merci, Véronique, de me donner ce prix. Je vais le porter. Et je voudrais simplement vous dire que, d'abord, ce prix me touche énormément, très sincèrement. Je le prends avec l'humilité qu'il convient parce que franchement, quand je vois la liste des nominés, la qualité de ces personnes et des entreprises qu'ils dirigent, j'avoue que il me semble qu'elles auraient toutes pu aussi bien figurer ici à ma place, franchement sans aucune difficulté. Et peut-être la deuxième raison pour laquelle je regarde cela avec beaucoup d'humilité, c'est que je pense que ce prix récompense un leadership. Et en fait, il récompense pour moi peut-être un chef d'orchestre d'une équipe extraordinaire qui m'aide en ce moment à porter Michelin dans le 21e siècle, dans une transformation considérable qui ne touche pas à ses valeurs, mais qui fait évoluer sa culture. Et je veux dire que les défis que nous pouvons vivre tous en ce moment, et Michelin n'est pas la seule société à la vivre, mais cette singularité que nous avons à gérer entre les exigences du court terme, et Dieu sait si elles sont lourdes, les questions de compétitivité, tout ce que l'on connaît dans le monde de l'industrie, et en même temps le devoir de garder l'étoile polaire et de s'assurer que finalement la raison d'être de l'entreprise dans 20 ans sera toujours là, eh bien cet équilibre n'est pas facile. Et donc je pense que si quelqu'un est récompensé, c'est l'équipe qui m'entoure, dont je m'efforce encore une fois d'être le chef d'orchestre. Voilà. Merci. On a parlé tout à l'heure des mots d'hier et des mots de demain. Il y en a néanmoins un que j'aime beaucoup quand on parle des entreprises et des dirigeants, qui est le mot âme. Donc on te lise tous dans la presse sur les défis, les transformations. Moi, je voulais simplement te demander, au-delà de tous ces défis que tu mènes depuis tant d'années dans une entreprise familiale dont tu es le premier dirigeant non familial, qu'est-ce qui a fait que Michelin puisse garder son âme au fil du temps ? Je crois qu'il y a une énorme intensité émotionnelle chez Michelin. Je l'ai découvert il y a maintenant 11 ans. Et cette émotion vient de l'incroyable force de la fierté sur la technologie. Ce n'est pas la première fois que je vis dans une entreprise industrielle. J'ai passé toute ma carrière en réalité dans une entreprise industrielle. Et j'ai retrouvé chez Michelin peut-être un degré supérieur de force émotionnelle dans cette fierté devant l'innovation. Au fond, notre raison d'être, c'est une véritable passion, et pas seulement d'innovation et de qualité, mais c'est cette passion qui consiste à défendre l'idée que la mobilité ne s'oppose pas à la croissance et qu'il n'y a aucune exclusivité entre les deux éléments. Et en réalité, la mobilité est essentielle à la croissance. Et Dieu sait si il y a beaucoup d'écoles de pensée qu'on peut comprendre, qui cherchent à les opposer tout simplement à cause des effets négatifs de la mobilité. Ça va jusqu'à la sécurité routière et bien entendu les questions de pollution, d'encombrement, etc. Et notre raison d'être depuis 125 ans n'a pas changé. C'est de démontrer que la mobilité peut être effectivement, comme on dit aujourd'hui, durable. Après tout, c'est Michelin qui a inventé dans les années 90 les pneus verts. Imaginez-vous, c'est nous qui avons inventé le mot dans l'indifférence la plus générale. Je ne vous cache pas que c'était l'époque, c'était franchement, mais que font-ils? Ils sont fous. Et au fond, c'était simplement l'expression de cette raison d'être qui se traduisait dans la technologie qui consistait à amener sur Terre un minimum de bien-être à travers les produits. Et c'est pour ça que, de façon très simple, on était très fiers et toujours très fiers de fabriquer, je crois, les meilleurs pneus du monde. Excusez-moi pour cette publicité. Mais bon, en tous les cas, ceux qui vous assurent d'une grande sécurité tout au long de leur vie, et puis surtout, je dirais, des performances énergétiques tout à fait remarquables. Voilà, c'est cette fierté. Au fond, finalement, je devais résumer ta question, une immense fierté qui est un de mes devoirs,
c'est de m'assurer que non seulement la cohésion de Michelin dans le monde aujourd'hui demeure, mais que cette fierté reste sur le haut du panier. C'est ça l'âme de Michelin. Voilà. Alors j'ai moi aussi une question. Oui. En tant que leader, quel est le défi qui est le plus difficile aujourd'hui? Je crois que... Enfin, il y a des choses compliquées. C'est le courage, je crois. Enfin, c'est celui qui me vient le premier à l'esprit. On est tous confrontés, en particulier dans l'industrie, à des situations extrêmement délicates de compétitivité, mais bien entendu de concurrence de plus en plus agressive. Et donc la question, si on a quelques convictions, c'est d'essayer de les imposer un peu envers et contre tout. Voyez-vous, la question de la certitude que j'ai qu'il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation de notre pays, même si notre pays ne représente que 10% de la production du groupe Michelin, j'attache un énorme prix à ce qu'on puisse démontrer, ce qui n'est pas une idée évidente, que nos industries peuvent être parfaitement compatibles dans nos pays matures. Et je me bats depuis quelque temps, depuis quelques années sur ce sujet, avec une conviction profonde. Et ce qui me rend optimiste, c'est que je crois que Michelin, comme d'autres aussi, mais enfin Michelin en particulier, a réussi à démontrer récemment qu'en effet, à travers un certain courage managérial et surtout le développement d'un dialogue social extrêmement innovant, est capable de démontrer que c'est possible. Alors, pourquoi je parle du courage? C'est parce que lorsque l'on lance ce genre de conviction, on se heurte à tout un tas de problèmes, et notamment de crédibilité à travers parfois ses propres équipes qu'il faut arriver à convaincre, et parfois contre notre environnement en général, qu'il soit social ou politique. Et croyez-moi, là-dessus, il a fallu de temps en temps se battre. Voilà. Alors, Jean-Dominique Sénard, vous avez une vision sociale du management, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Vous favorisez et la prise d'initiative et la décentralisation. Alors, on sait que le management coopératif fonctionne bien dans de petites entités. Comment faites-vous pour que cela réussisse dans une entreprise de la taille de Michelin? Oui, alors c'est un vaste sujet parce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure ces questions d'entreprise, entre guillemets, libérée. Alors le terme est quand même parfois un peu difficile à cerner. Moi, je vois ça à travers la notion de responsabilisation. Il y a là, il faut bien le comprendre, une conviction que nous n'en sortirons pas, si je puis me permettre l'expression, si nous ne transformons pas fondamentalement les relations de travail dans nos entreprises, en particulier dans l'industrie, parce que c'est ce que je connais le mieux. Je suis absolument persuadé que les questions d'autonomie, les questions de responsabilisation au sens empowerment, pardonnez-moi ce mot anglais, et accountability, puisqu'il faut les deux mots pour vraiment traduire le mot responsabilisation, sont en fait les vecteurs essentiels de la relation sociale dans l'avenir. Alors ça veut dire autonomie, oui bien sûr, mais dans un cadre bien compris. Il ne s'agit pas d'autogestion. J'ai trop vu certains modèles d'autogestion se terminer dans un chaos tout à fait acceptable. Je pense que là, nous parlons d'autonomie, c'est-à-dire véritablement de prise en main par des équipes de terrain de leur propre avenir à relativement court terme dans un cadre qui est bien défini. Alors ça, si vous voulez, ça ne se fait pas facilement, pour répondre à votre question. Ça ne se fait pas en 2 mois. L'approche, notamment dans l'industrie, comme dans les usines, passe par d'abord la mise en œuvre de méthodes de travail extrêmement méthodiques, tournant autour du concept général de progrès continu, que je pense que vous comprenez tout ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, ça passe par un effort considérable de formation, parce que rendre des équipes autonomes et des équipes de terrain autonomes, c'est vraiment changer dans la douleur parfois des habitudes qui ont des décennies d'âge et qui en fait sont totalement opposées aux principes. Et bien entendu, vous comprenez bien que
Je pense aux managers en général, et notamment aux managers qui ont en charge la vie quotidienne de nos opérations, et je pense aussi aux syndicats. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Et donc, vous vous trouvez dans une situation où, finalement, tout le monde a une certaine soif d'autonomie, mais on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à le mettre en œuvre et parfois pourquoi ça dérape complètement, tout simplement parce qu'il y a des forces qui sont opposées naturellement et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en généralement, on ne les a pas formés pour cela, on a même formé le contraire. Et donc, il y a un travail énorme, ça prend quelques années, mais si je peux en parler maintenant de façon heureuse, c'est que je le vois devant moi se dérouler dans toutes les usines du groupe dans le monde, et maintenant aussi dans les fonctions support, y compris dans la recherche et développement, c'est-à-dire qu'au fond, ce principe d'autonomie est en train de rentrer dans les mœurs. Et je dis en train, il faut être humble de ce côté-là, il faut veiller à ce que ça ne cesse pas, mais c'est en train, je vous le dis franchement, de bouleverser fondamentalement les questions de relations sociales dans l'entreprise. Je le dis avec énormément d'intensité. J'étais l'autre jour dans une des usines françaises du groupe, à Roanne, une usine dans laquelle nous avons récemment signé un accord social totalement original, où j'ai pris moi-même, j'ai fait prendre des risques à mes équipes par rapport aux singularités françaises du droit du travail, et notamment le délit d'entrave. Et nous avons, contre vents et marées, fait en sorte que pendant 1 an et demi, les équipes de cette usine proposent elles-mêmes la façon de se sortir d'une situation inextricable dont je ne vous cache pas qu'il y a 2 ans, je pensais qu'on n'en sortirait jamais. Eh bien, c'est par ce type de responsabilisation qu'on y est arrivé. On a fait confiance au terrain, on a fait confiance aux équipes, on les a supportées, elles ont tout trouvé elles-mêmes. Et maintenant, cette usine, figurez-vous, la dernière fois que j'avais été accueilli par un nombre de drapeaux syndicaux que vous imaginez et des pneus qui brûlaient partout. Cette fois-ci, j'y suis allé, il y avait écrit « Renaissance » sur le toit de l'usine. Croyez-moi, c'est extraordinaire. Jean-Dominique Senard, moi je voudrais vous poser une question courte, mais une question de professeur de leadership. Vous savez que les profs de leadership adorent rencontrer des vrais leaders. Ils en voient en vrai, donc ils sont contents. Quand on devient le dirigeant d'une entreprise emblématique, qu'on le veuille ou non, on devient un modèle d'inspiration pour plein de gens. C'est normal, il faut l'accepter. De toute façon, c'est comme ça. Bon, on est sous le regard des autres. Mais moi, ma question, elle est plus personnelle. Vous, de votre côté, dans votre carrière, est-ce que vous vous souvenez d'un modèle d'inspiration en particulier qui vous aurez touché et voilà, vous aurez en partie construit le dirigeant que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que je peux me permettre de vous répondre de façon peut-être un tout petit peu particulière? Je pourrais citer un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'ont inspiré, oui bien sûr, j'ai eu des patrons étonnants. J'ai appris avec beaucoup de mes patrons ce qu'il fallait faire et parfois ce qu'il ne fallait pas faire. Mais bon, je leur dois beaucoup. Mais je garde une image en tête, et pardonnez-moi, puisque vous me posez cette question, elle sort naturellement. Je pense à un chef d'État qui, depuis mon enfance, m'a plutôt inspiré. Et ce personnage, vous le connaissez sans doute un peu, il s'appelait Anwar el-Sadat. Il était chef de l'État égyptien. Et pourquoi je vous parle d'el-Sadat? C'est parce que cet homme était pour moi, j'ai été, il faut reconnaître, familiarisé par le Moyen-Orient très tôt dans ma vie, mais cet homme a fait preuve d'un courage de dirigeant extraordinairement rare. Il faut se souvenir d'Anwar el-Sadat sortant de son avion à Jérusalem pour être accueilli par Golda Meir et venir signer les accords de paix entre l'Égypte et Israël, à une époque où tout de même, il était lui-même personnellement menacé par la montée des frères musulmans. Il a perdu la vie finalement, mais il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, un homme qui m'a inspiré. Il y a des choses qui vous marquent dans la vie. Eh bien, écoutez, je suis resté avec cette image d'Anwar el-Sadat, un homme extraordinaire. Voilà. Merci Jean-Dominique Senard, merci à tous. Je vous propose de regagner vos places, voilà, sous les applaudissements. Merci à vous. Merci à vous.